Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est vous parler d'un croisement entre l'anthropologie et la clinique pour penser la parentalité. L'exposé sera assez simple. Il y aura une première partie, je vais dire 2 mots de qu'est-ce que c'est l'anthropologie clinique. Je dirai quelques mots sur la question anthropologique rapidement de la parentalité, comment les anthropologues l'appréhendent. Puis, d'un point de vue clinique, des rappels que vous savez, ici, je suis dans un lieu, il n'y a pas besoin de développer trop les aspects cliniques, mais rappeler quand même d'un point de vue clinique qu'est-ce qui est essentiel dans la parentalité. Et puis, pour arriver à une analyse de, finalement, mais quel est le problème par rapport à la protection de l'enfant et ce qui a été dit en introduction, c'est-à-dire cette difficulté qu'on a à la fois à protéger les enfants et en même temps à coopérer, travailler avec les familles. Donc c'est sur ce paradoxe-là que je vais essayer de travailler un peu. Et puis, une fois après avoir posé ce paradoxe-là, d'essayer de faire une proposition, c'est-à-dire un renversement pour essayer d'appréhender les choses autrement. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'avec ce renversement, il est plus facile de résoudre le paradoxe de la protection de l'enfant. Donc voilà, je suis le directeur de l'Institut d'anthropologie clinique à Toulouse et je coordonne le diplôme universitaire de thérapie familiale à l'université Toulouse-Jean-Jaurès depuis une dizaine d'années maintenant. Alors qu'est-ce que c'est l'anthropologie clinique? Bon, il y a un fil qui suit depuis Freud sur l'anthropologie clinique. On s'appuie sur un psychanalyste belge qui s'appelle Jacques Scott et qui, à la suite de Binswanger, de la tradition phénoménologique allemande, a essayé de penser la question nosographique d'une manière qui soit une manière fluide, souple, et qui soit fondamentalement articulée à la dimension anthropologique. Alors, je travaille avec un professeur Nicolas Duru à Lausanne, qui est professeur de psychopathologie à Lausanne, et ensemble, on a essayé de poser des bases épistémologiques pour, aujourd'hui, articuler anthropologie et clinique de façon native, c'est-à-dire pas d'un côté l'anthropologie, de l'autre côté la clinique, mais à chaque fois qu'on se pose une question clinique, d'essayer de saisir en même temps la dimension anthropologique et la dimension clinique. Alors ça nous a amené à poser un cadre assez simple, assez simple, non, un peu complexe quand même. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a 2 articles qui ont été publiés dans Psychiatrie, Sciences humaines et Neurosciences, qui posent les bases de cet aspect épistémologique. Mais juste comme ça, pour vous situer un petit peu le propos, mais pas alourdir, on va avancer sur la suite. Articuler les dimensions anthropologiques, où se forment les mécanismes de défense, où se forment les différentes structures, organisations psychiques. Donc ce sont ces dimensions que vous voyez en haut, la dimension esthétique et le monde des sensations, c'est-à-dire comment effectivement nous les êtres humains, on habite des sensations, comment elles sont structurées par la culture, par des formes symboliques, qui vont structurer notre rapport aux sensations, et évidemment, dès lors que dans cette dimension-là, il y a des déséquilibres, il y a des difficultés, des problèmes, etc., eh bien, on va avoir des manifestations psychopathologiques dans ce champ-là. Et puis une deuxième dimension qui est la dimension technique. On sait bien qu'Homo sapiens, Homo faber, notre corps lui-même est un prolongement technique de nous-mêmes. La culture nous a instrumentés, et évidemment, cette dimension technique, lorsqu'on n'est plus dans un rapport de sujet à sujet, mais de sujet à objet, eh bien on rentre dans le champ des relations dites perverses, c'est-à-dire l'utilisation et la manipulation de l'autre à des fins de satisfaction de soi. La troisième dimension, évidemment la plus simple, qui est la dimension éthique, c'est le fait que bien, on est avec les autres, on est un animal grégaire, on ne peut pas faire sans les autres, et donc on est obligé de régler notre rapport à l'autre par toute une série de règles, de normes, etc., de formes symboliques qui vont organiser tout ça. Et puis la dernière dimension, qui est la dimension du soi, de l'identité, c'est-à-dire ce contenant narratif qui va nous permettre, au fil de nos expériences, de contenir cela, de pouvoir élaborer, métaboliser notre expérience de vivant. Alors, juste ce qu'il faut retenir de cette affaire-là, c'est que ce n'est pas du tout pensé partie par partie et juxtaposé, mais en fait, c'est la totalité du tableau qui est la structure anthropologique et clinique. Vous voyez, c'est pas une structure et une structure, c'est toutes ces dimensions-là sont coprésentes. Soit c'est le fruit de l'évolution humaine, et auquel cas notre cerveau-esprit
contient l'ensemble de ces dimensions en permanence, et donc les organisations psychiques défensives pour nous protéger de la condition humaine, qui sont les manifestations psychopathologiques, les grandes catégories qui sont marquées là, eh bien, font partie de chaque être humain. Il se trouve que les circonstances de la vie, la génétique, nos histoires traumatiques, etc., font que nous avons des sujets qui sont plus ou moins organisés dans une de ces dimensions-là. Mais pour autant, les autres dimensions sont toujours coprésentes. Alors ça nous donne, évidemment, par rapport aux neurosciences actuelles, une lecture plus plastique de la psychopathologie. Et bon, je ne détaille pas ça ici, mais je crois que c'est intéressant à la fois pour travailler avec des parents qui ont des troubles sévères, d'avoir en tête que même si on les sent qui sont bloqués dans une catégorie psychopathologique, psychotique, ou perverse, ou peut-être un peu les deux, eh bien ça ne veut pas dire que la dimension névrotique n'existe pas pour ces patients et que la dimension de l'humeur n'existe pas non plus, et que notre travail consiste aussi à aller refaire circuler dans ces dimensions-là les mouvements pulsionnels. Bon, j'insiste pas, si ça vous intéresse, je vous renvoie aux articles publiés avec Nicolas Duro. Alors, pour les anthropologues, qu'est-ce que c'est la parentalité? Un rappel rapide, je m'appuie sur un anthropologue français qui s'appelle Maurice Godelier, qui a fait une somme assez importante sur la parenté, les systèmes de parenté, qui s'appelle Métamorphose de la parenté, qui a été publié en 2004. Bon, je crois que comme ouvrage un peu général, c'est quand même actuellement encore une référence pour penser les systèmes de parenté. Il y a un petit chapitre dans ce livre sur la parentalité où il va essayer, lui, de synthétiser des travaux anthropologiques pour dire qu'est-ce que c'est la parentalité pour un anthropologue. Alors il s'appuie entre autres sur une américaine qui s'appelle Esther Goody pour faire cela, et donc je vous lis la définition, on ne peut pas faire plus précis, ça ne sert à rien de la paraphraser. Le terme de parentalité désigne l'ensemble culturellement défini des obligations assumées, des interdictions à respecter, des conduites, des attitudes, des sentiments et des émotions, des actes de solidarité et des actes d'hostilité qui sont attendus ou exclus de la part d'individus qui se trouvent vis-à-vis d'autres individus dans des rapports de parents-enfants. Je vous ai sauté la petite incise au milieu. En fait, ce qu'elle veut dire, cette incise, c'est qu'on ne peut pas penser la parentalité indépendamment des systèmes de parenté dans une culture donnée. Il n'y a pas la parentalité comme ça qui serait ex nihilo. La parentalité, les formes, la phénoménologie de la parentalité est toujours ancrée dans des systèmes de parenté particuliers et dans un moment historique donné. Si on regarde plus précisément comme ça, je vous le montre ce tableau, on ne va pas le détailler, mais c'est l'ensemble des champs, en fait, dans lesquels se déploie la parentalité. J'ai emprunté à Godelier. Je vous le marque parce que quand on va penser ensuite la question de la parentalité avec la clinique, il faut avoir en tête que ce que j'appelle les empêchements de la parentalité se situent dans tous ces champs-là possibles, y compris le dernier, qui pourrait peut-être, dans notre façon d'appréhender la clinique, le mettre à part en disant, mais en fait, les maltraitances, la violence sexuelle, etc., au fond, ne relèveraient pas des mêmes dimensions que les dimensions du nourrissage ou les dimensions de l'éducation, etc. En fait, pour un anthropologue, ça n'a pas de sens. Pour un anthropologue, il y a un ensemble de fonctions à assumer, depuis effectivement la question de l'engendrement, jusqu'à l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec des trop proches. Oui, parce que selon les cultures, on n'a pas forcément les mêmes interdictions, mais en tous les cas, pour un anthropologue, ça fait partie d'un continuum de la parentalité. Oui. Donc ce point est, de mon point de vue, important. Un petit rappel donc sur la parentalité du point de vue clinique. Alors, bon, Rakami a posé des choses en ce sens, d'appréhender la parentalité comme un développement, une forme de développement, une forme de maturation qui viendrait comme ça à la suite des autres stades, oral, anal, oedipien, l'adolescence, etc. Donc comme une forme de construction qui, pour Homo sapiens, serait une construction facultative. On n'est pas obligé de passer ce stade du développement. Pour autant, tout sujet humain qui est avec une responsabilité d'une vie à s'occuper, à se préoccuper, à se soucier, eh bien, va connaître des réaménagements psychiques pour pouvoir assumer cette transformation. J'empruntais à Lamour et Barraco cette définition un peu classique et
la parentalité, ensemble des réaménagements psychiques et affectifs qui permettent à des adultes de devenir parents, c'est-à-dire de répondre aux besoins de l'enfant à 3 niveaux, le corps, la vie affective et la vie psychique. Donc cette idée assez simple, on a tous fait l'expérience que, voilà, on a passé une journée un peu fatigante, on n'est pas très très bien, tout ça, et puis on rentre à la maison et on aimerait bien finalement se consacrer un petit peu à nous, c'est-à-dire remettre notre homéostasie psychique en place. Et à ce moment-là, vous avez les enfants qui arrivent, et puis il s'est passé un truc à l'école, ou bien l'autre il est malade, et puis etc., etc. Et à ce moment-là, vous avez votre énergie psychique qui est consacrée à votre homéostasie, qui est en train de se détourner vers cet enfant qui a besoin de vous. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit un petit peu où sont nos lignes d'aménagement psychique. Hein. Est-ce qu'on se met en colère? Est-ce qu'on est triste? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Hein? Comment on vit ça? Et on sait dans la clinique que pour certains parents, eh bien, ce sont des moments qui peuvent être particulièrement difficiles, notamment lorsque les stress qui sont à gérer sont très très importants, qu'ils soient psychiques, sociaux, précarité, etc., etc. Donc cette question de l'aménagement psychique a été bien repérée par les cliniciens. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, en tant que thérapeute de famille, ok, si la parentalité est un aménagement psychique, alors toute intervention dans le champ de la parentalité vient bousculer ces aménagements. Là, il faut être conséquent sur ce point clinique. Soit effectivement, c'est un aménagement psychique, oui, alors, à chaque fois qu'on intervient dans ce champ-là, on vient bousculer ces aménagements. Et on voit bien sur des tas de situations comment, à un moment donné, des parents qui, au fond, fonctionnent de façon relativement stable dans des domaines de la vie, professionnelle, sociale, amicale, etc. Et dès qu'on vient intervenir sur le champ de la parentalité, on voit des manifestations d'humeur, des manifestations éthiques, des manifestations même du côté narratif, du soi, qui sont perturbées, et parfois même grandement perturbées. Alors, je propose une petite équation assez simple à avoir en tête. On pourrait se dire que les manifestations psychopathologiques des parents dans le cadre de nos interventions est conditionné par 2 paramètres. Un paramètre qui est d'un côté, quel est l'investissement psychique des parents dans la parentalité comme aménagement, c'est-à-dire aménagement narcissique et aménagement identitaire. Quelle est la part d'investissement? C'est-à-dire en quoi cet investissement dans la parentalité vient faire étayage d'un moi qui pourrait être à un moment donné en difficulté ou en vulnérabilité. Donc d'un côté, l'intensité de l'investissement, et puis de l'autre, l'intensité de l'intervention. Si c'est juste une intervention de voisinage pour dire, écoutez, votre petit a encore fait des bêtises, etc., etc., bon. Mais lorsqu'il s'agit d'un placement par mesure judiciaire, alors on voit bien qu'on a une intensité d'intervention tout à fait autre. Alors si vous avez un investissement psychique très fort et une intervention très forte, les risques de manifestations psychopathologiques sont évidemment plus grands. C'est assez simple à avoir en tête. Mais, du coup, ça nous pose une question assez simple. Si ce postulat est juste, évidemment, si le postulat est juste que chaque intervention dans le champ de la parentalité déstabilise, alors nous devrions prendre ça très au sérieux et consacrer du temps à analyser, à mesurer l'impact, à vérifier auprès des parents comment ils nous perçoivent, comment ils perçoivent notre intervention, qu'est-ce que notre intervention produit pour eux, comment ils la vivent, et voilà. Et donc, quel est le temps qu'on consacre à ça? Bon, pas répondre, mais je me dis peut-être ça vaut le coup que chacun se pose la question. Voilà. On parle beaucoup de faire alliance avec les parents, mais c'est bien sympathique de vouloir faire alliance avec les parents, mais prendre cette question au sérieux, c'est dire, quand même, à chaque fois qu'on intervient, on bouge les mécanismes de défense de ses parents, et donc, comment est-ce qu'on peut mesurer cela et travailler cela avec eux? Donc ça, c'était pour cette question de la parentalité. Alors, le paradoxe de la protection de l'enfance. Quand on prend le code de la famille, qui nous définit la mission de l'ASE, et 2007-2016 ne change pas grand-chose à l'affaire, en fait, quand on analyse l'article 1 de 2007 et l'article 1 de 2016, on s'aperçoit que on a mis en place la question des besoins de l'enfant en premier, on change la finalité de la protection de l'enfant en disant que c'est garantir les besoins de l'enfant, donc ça c'est 2016, mais la suite de 2016, de l'article 1,
nous rappelle finalement à peu près dans les mêmes termes, mais c'est écrit un peu différemment, ce qui était la première partie de l'article 1 de 2007, c'est-à-dire de pouvoir prévenir les difficultés parentales, etc., etc. Donc on est juste on a remis les besoins de l'enfant et pas l'intérêt, ce qui est un peu plus malin quand même, de penser besoin que de penser intérêt, parce que l'intérêt, je sais pas, l'intérêt point de vue du père, l'intérêt point de vue de la mère, l'intérêt point de vue du psychologue, l'intérêt point de vue, voilà, c'est quoi l'intérêt? Par contre, les besoins, alors là, on peut rentrer dans quelque chose d'un peu plus travaillable, un peu plus évaluable, et même co-évaluable avec les parents. Mais on n'a pas supprimé pour autant le travail avec les parents dans la loi de 2016. Je ne pense pas, enfin, en tout cas, c'est pas ce que je vois dans l'article 1. Alors, dans le code, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, voilà, pourvoir l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation en collaboration, c'est le mot important de la phrase, collaboration. Alors, on sait que collaboration dans notre pays, ça a toujours des connotations avec leur famille représentant légal. Alors, en anthropologie clinique, on s'intéresse beaucoup à la sémiotique, à la linguistique, etc. Et donc, on aime bien comme ça réfléchir un peu sur les formules et les paradoxes. Et donc, finalement, on pourrait résumer le truc comme ça. Finalement, la protection de l'enfant, c'est protéger un enfant en collaborant avec celui qui le met en danger. On voit de suite dans quel bazar nous sommes. Alors, Lévi-Strauss nous dit que les mythes, la mythologie, les grands mythes de création, de régénération, enfin peu importe sur le masculin, le féminin, enfin peu importe, tous les grands mythes, au fond, quand on les analyse, ont une propriété particulière qui consiste à résoudre des contradictions. C'est-à-dire que le mythe, qui est un récit, une narration, est une narration d'un type particulier qui sert à résoudre des contradictions. On a un problème, une contradiction, deux choses qui ne marchent pas ensemble, quoi. Et donc on va raconter une histoire qui va intégrer ces deux choses qui ne marchent pas ensemble de manière à nous résoudre le problème. Alors, pour la protection de l'enfance, je pense qu'on a deux figures rhétoriques, deux formes sémiotiques, appelez ça comme vous voulez, deux mythes, avec des guillemets pour mythes, qui sont d'un côté le parent toxique et de l'autre la compétence parentale. Alors je vais m'expliquer, parce qu'une fois que j'ai posé ça comme ça, évidemment, ça fait un peu... Mais je vais m'expliquer. Alors, parent toxique, c'est une métaphore. Vous avez bien compris que les parents n'ont pas des substances à l'intérieur qui viendraient comme ça contaminer les enfants. C'est une métaphore, et comme toutes les métaphores, elles nous indiquent des choses, mais elles sont, comment dirais-je, sémantiquement orientées. C'est-à-dire qu'elles traînent dans leur sillage sémantique des petits couloirs, des petits guides pour penser les choses d'une certaine manière. Et dans Toxique, il y a évidemment des guides pour penser les choses d'une certaine manière, pour orienter notre façon de penser. Alors, un petit rappel comme ça a été proposé par une psychothérapeute américaine en 1989, qui s'appelle Susan Forward, qui est une écrivaine, enfin un thérapeute à l'américaine. On n'en a pas beaucoup des comme ça en France, pas quelques-uns qui se promènent, mais pas beaucoup. Donc, qui a écrit un livre à grand succès, qui a été traduit en 1991. Et la préface avait été faite par Daniel Rapoport. Et en fait, ce livre-là visait plutôt à rétablir, pour les adultes qui avaient eu des parents toxiques, pour rétablir pour eux, finalement, une certaine connaissance, une certaine remise en dignité de leur histoire et de ce qu'ils avaient vécu. Mais en France, ça a été utilisé d'une autre manière pour finalement montrer ses parents comme étant finalement extrêmement dangereux pour les enfants et qu'il fallait absolument protéger de ces parents toxiques. Donc on a comme ça eu un glissement sémiotique entre d'un côté réhabiliter des adultes dans leur histoire, dans leur vécu, et puis d'un autre côté se centrer vers les enfants pour les protéger de ces parents toxiques. Bon, Maurice Berger a contribué à populariser ça dans une stratégie tout à fait intéressante et importante, qui consistait à attirer l'attention des magistrats et de l'ASE sur le fait que les parents qui avaient des troubles psychopathologiques graves avaient des effets délétères sur le développement de leurs enfants, etc. Et donc il avait une stratégie un peu provocatrice, j'imagine qu'ici vous connaissez bien Maurice Berger, pour essayer d'attirer son attention. Mais sans le vouloir, ça a quand même largement popularisé ce syntagme de parents toxiques. Et là, à chaque fois je m'amuse à le faire, je tape sur Google parents toxiques, je vois en combien de secondes j'ai combien de résultats.
Hier, c'était 681 000 résultats en moins d'une seconde. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est juste un indicateur comme ça. Hein. Donc ça veut dire que c'est dans notre imaginaire collectif, même si on ne l'utilise pas, etc., ça fait partie de nos représentations, comme on disait, pour penser la parentalité. Alors évidemment, c'est très compliqué d'avoir une métaphore comme ça en tête et d'aller rencontrer un parent. Hein. Mais même si vous ne l'avez pas consciemment en tête, hein, le simple fait de pouvoir être sur une lecture de ce côté-là, bah, vous met dans une situation difficile. Imaginez, moi, si je suis parent, donc voilà, aller rencontrer un professionnel qui doit m'aider et dont je pense qu'il pense que je suis toxique pour mon enfant. Et comment je peux me mettre cette métaphore dans la tête pour me dire, je vais aller me confier, je vais aller raconter mes histoires traumatiques, je vais aller parler à ce professionnel, alors je pense qu'il pense que je suis un parent toxique, un mauvais parent. Bon, je crois que les concepts qu'on a en tête, c'est peut-être le premier point pour travailler l'alliance. C'est-à-dire qu'on a un gros travail à faire pour travailler sur nos propres représentations des parents avant de les rencontrer. C'est peut-être la clé principale. Alors, il y a un deuxième mythe qui est peut-être un peu plus compliqué à saisir, qui est celui de la compétence parentale. Il faut avoir en tête que la compétence, c'est une aptitude manifeste. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux montrer ma compétence ? Je ne peux montrer ma compétence que dans des actions, dans ce que je fais, dans ce que je produis. À ce moment-là, ma compétence apparaît. Mais la compétence n'est pas une propriété qui serait juste intrinsèque à moi. Ça, c'est une capacité, c'est une aptitude, c'est pas une compétence. Oui ? Je m'explique. L'exemple que je prends pour bien faire comprendre ce truc, c'est ma consultation en thérapie familiale du samedi. Je ne travaille pas tous les samedis, mais un samedi sur deux. Donc je vois des familles toute la journée. Et ce que je fais comme constat avec les stagiaires, les étudiants de la fac, c'est que telle famille, ils me disent est-ce que vous avez été bon, super et tout. Puis deuxième famille, ils me disent rien. Quand on dit rien, c'est que c'était moins bon quand même. Hein. Ils n'osent pas me dire monsieur, vous n'avez pas été. Ils m'ont rien dit. Et troisième famille, ça va un peu mieux. Quatrième famille. Alors, quelle est la morale de cette affaire ? Entre le matin et le soir, j'ai le même heure de formation, le même heure de supervision, le même heure de thérapie, le même heure d'expérience clinique, à peu près. Et pourtant, ma compétence varie d'une famille à l'autre. Alors, c'est quoi ce truc ? Le truc, c'est qu'on est compétent qu'en relation. Il n'y a de compétence qu'en relation. C'est la relation qui nous donne la compétence. Je peux avoir des capacités, des aptitudes, mais c'est dans la rencontre, dans la relation que cette compétence va se manifester. Donc je trouve que se focaliser, à l'inverse des parents toxiques, sur les compétences parentales nous pose un problème. Comme s'il y avait chez ce parent des compétences qu'il devrait manifester. Et s'il ne les manifeste pas, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va essayer de travailler pour que, grâce à notre grande compétence à nous, professionnels, on fasse advenir ces compétences chez le parent. Et parfois ça tourne à une forme d'harcèlement, d'acharnement, ne prenant pas en compte la gravité des difficultés de ses parents. Donc je pense que ces deux concepts, qui ne sont pas des concepts d'ailleurs, qui sont des formes sémiotiques, des modes de donation de sens, toxiques et compétences parentales, ne me paraissent pas des formes utiles pour travailler. Au contraire, ça nous met en difficulté pour travailler. Alors, dans ce schéma-là, vous avez donc parent toxique qui s'oppose à compétences parentales, et puis la flèche en diagonale rouge du parent toxique, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on a des parents toxiques ? On met à distance l'enfant, pour le protéger des parents, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau physique, etc., etc. On va prendre des mesures de mise à distance de l'enfant. Et donc, le risque, c'est le risque en fait, mise à distance de l'enfant. Si j'ai parent toxique en tête, le risque c'est mise à distance de l'enfant. Ok. Le problème que ça va me poser, c'est travailler avec la famille. C'est-à-dire une fois que j'ai toxicité installée dans ma tête, ou autre chose, aujourd'hui on n'en parle plus trop, mais enfin on a des idées qui sont assez similaires. Quand je suis dans ces référentiels-là, je vais mettre à distance l'enfant, et mon problème c'est comment travailler avec la famille. De l'autre côté, ceux qui sont focus compétences parentales, le risque qu'ils ont, c'est la mise en danger de l'enfant. C'est-à-dire à ne pas mettre en place de mesures de protection et à vouloir activer des compétences parentales qui parfois sont fortement empêchées, eh bien le risque c'est de se retrouver avec de nouveaux dangers pour l'enfant.
Et donc là, le problème que nous avons à traiter, c'est la question de la protection. Donc dans un cas, on a un problème qui est la protection, dans l'autre cas, le problème qu'on a, c'est le travailler avec le parent. Alors, on est parti de ce constat, et donc comme je le disais en introduction, l'anthropologie clinique, c'est articuler la question anthropologique et la question clinique dans une seule saisie. Pas d'un côté puis de l'autre, mais penser dans une seule saisie. Alors, pour penser la parentalité dans une seule saisie, on a utilisé la sémiotique, qui a des outils pour penser la question du sens, et d'articuler finalement avec ces notions de parentalité potentielle, parentalité virtuelle, parentalité réalisée et parentalité actuelle et réalisée, pardon, de remettre en place les différentes dimensions d'Homo sapiens, les 4 dimensions d'Homo sapiens qui pourraient nous permettre de saisir la parentalité. Alors l'idée de ce parcours, c'est de se dire, voilà, pour avoir un phénomène de parentalité, c'est une observation de parentalité, une relation de parentalité, il me faut d'abord un substrat bio-neuropsychique. Oui. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui, depuis les travaux sur la théorie de l'attachement dans les années 2010, on a eu quand même beaucoup de travaux qui nous ont montré qu'il y avait une base neurobiologique à l'attachement. Alors, je m'explique immédiatement parce que sinon ça pourrait prêter à confusion. Je ne confonds pas la base et la causalité. C'est-à-dire, c'est comme si on disait le substrat biologique n'est pas la cause du lien d'attachement. Oui. C'est ce qui permet que dans une relation, dans une culture, des liens d'attachement se forment. On est d'accord? C'est-à-dire, le substrat biologique n'est pas la cause, mais il est la base sur laquelle repose cela. C'est un peu comme si on disait, pour un jardinier, la terre est la cause du jardin, du jardinier. Ah non, c'est pas la cause. Le jardinier, il a planté des trucs, il a arrosé, il y a le soleil et tout ça, il a fait des plans dans sa tête. Bref, c'est pas la terre. Par contre, s'il n'y a pas la terre, c'est compliqué de faire du jardin. Bon, c'est un peu mon rapport aux neurosciences. Mais par contre, je suis très attaché sur le fait qu'on ne peut pas évacuer les neurosciences du champ clinique. Bon, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je crois qu'on est obligé de prendre en compte, c'est d'ailleurs très très intéressant. Donc on a aujourd'hui bien identifié ça, sur les rapports sociaux, les rapports amoureux et les rapports de maternage, de caregiving, le bonding, etc., etc. Tout ça a un substrat neurobiologique. Et donc, sans cette base neurobiologique-là, il n'y a pas de parentalité possible. Donc il y a une parentalité qui est là, déjà. Mais ça ne suffit pas à faire de la parentalité. Pour faire de la parentalité, il nous faut de la culture. On n'a jamais vu d'Homo sapiens tout seul se promener comme ça, sans culture. Homo sapiens est toujours pris dans une culture, voire dans plusieurs, mais jamais dans aucune. Et donc il nous faut un ensemble de normes, un ensemble de principes, un ensemble de valeurs qui vont donner à cette base neurobiologique son habillage, sa structure, pour pouvoir exercer la parentalité. Donc ça, c'est la dimension culturelle fondamentale. Troisième dimension que vous connaissez bien, qui est la dimension intersubjective et intrapsychique, c'est-à-dire notre première expérience de la parentalité, c'est en tant qu'enfant. On fait d'abord l'expérience de la parentalité en creux, à partir des soins que nous avons reçus en tant qu'enfants. La parentalité adulte est d'abord une parentalité infantile, oui, d'avoir ça en tête quand même. Alors évidemment, il peut y avoir plein de problèmes, troubles de l'attachement, traumatisme, la place qu'on avait dans la famille, j'en passe et des meilleurs. On ne va pas détailler ça, vous connaissez ça très très bien. Mais ça ne suffit toujours pas à faire la parentalité. Alors vous voyez, déjà, ça fait 3 dimensions pour faire de la parentalité, on n'est toujours pas au bout. Et souvent, on s'arrête, alors peut-être certains neuroscientifiques s'arrêteraient à la première dimension, peut-être des interculturalistes s'arrêteraient à la deuxième dimension, peut-être des cliniciens plutôt psychodynamiques s'arrêteraient à la troisième dimension. Ça ne suffit pas, parce que pour avoir un phénomène de parentalité, le rapport parent-enfant est déterminé aussi par la rencontre avec un enfant singulier. C'est-à-dire que cet enfant singulier, il a aussi sa propre façon d'être au monde. Il y a des bébés, vous les rencontrez, vous tombez immédiatement amoureux, vous avez envie de vous en occuper, etc. etc. Et il y a d'autres bébés, c'est plus dur, il faut être honnête quand même. Donc on voit bien que les situations de parentalité, l'enfant joue aussi son rôle dans la rencontre avec le parent, mais ça ne suffit pas. Parce que cet enfant, il apparaît dans une rencontre avec son parent
dans un système relationnel. Ouais, il y a d'autres coparents qui sont là, ou qui ne sont pas là, qui auraient dû être là. Hein, leur absence fait aussi partie du système. Et donc, on ne peut pas penser la parentalité sans le système dans lequel les relations singulières entre ce parent et cet enfant se mettent en place. On pourrait même élargir ce système à la famille élargie. On a tous une belle-mère. Bon, des grands-mères plus ou moins bienveillantes qui se penchent sur le berceau et puis qui ont des phrases assassines parfois. Bon, ça peut être des beaux-pères aussi. Hein. Non, ça peut être des beaux-pères aussi. Enfin, vous voyez cet entourage familial qui, sans s'en rendre compte parfois, c'est Freud qui disait sur His Majesty the Baby, il ne faut pas trop parler, dire des choses négatives au-dessus du berceau, hein, parce qu'on est très sensible dans ces moments-là. Je vous passe les vignettes cliniques là-dessus, mais il y aura effectivement pas mal de choses. Alors donc on a un environnement, une relation par-enfant, une relation coparentale, une relation de la famille, et aussi une relation institutionnelle. Peut-être que cette relation de parentalité passe par l'hôpital, passe par la PMI, passe par les services sociaux, passe, etc., ou de l'aide sociale. Et donc là aussi, on va avoir un système environnemental qui va permettre, favoriser ou inhiber la parentalité. Donc la parentalité est pensée ici comme un processus, hein, c'est-à-dire que ce qui est visé, ce n'est pas le parent, mais le processus de parentalité, et ce processus avec ses empêchements. C'est-à-dire que normalement, ça devrait bien se passer, cette affaire. Mais il est possible que dans la première dimension, il y ait des empêchements. Peut-être qu'il y a eu des transmissions traumatiques qui fait que le niveau d'ocytocine de cette maman ou de ce papa est extrêmement bas. Évidemment, personne ne le sait, on ne va pas le contrôler. Hein. Mais il est possible que du coup, les traces mnésiques de l'interaction entre cette mère et ce bébé ne s'impriment pas. Et on a beau travailler avec cette mère, on a beau travailler avec cet enfant, ça ne s'imprime pas. Oui. C'est un vrai problème. C'est un vrai souci. Donc il peut y avoir des empêchements dans la dimension neurobiologique. Il peut y avoir évidemment des empêchements dans la dimension culturelle, hein, dans une relation interculturelle où, tant qu'on est dans sa propre culture, élever des enfants ne pose pas de problème. Dès que je change de culture, alors j'ai un problème. Oui. Et donc dans cette dimension interculturelle, il peut y avoir aussi des empêchements tout à fait importants et parfois dramatiques. Dans la dimension subjective, les empêchements, vous les connaissez, bien évidemment. Des parents qui ont été avec un trouble de l'attachement, qui ont construit une relation d'attachement insécure, vont avoir des difficultés pour créer des relations sécures avec leurs propres enfants, etc. Des parents qui ont de graves traumatismes et qui ont développé des mécanismes de défense, peu importe lesquels, vont avoir aussi des répercussions sur l'élevage de l'enfant, etc., et les interactions qu'ils ont avec lui. Bref, dans cette dimension-là, les empêchements sont multiples et vous les connaissez bien en tant que clinicien. La dimension écosystémique est aussi très très importante parce qu'elle peut être un facteur d'empêchement tout à fait majeur. Et même avec des parents qui auraient des aptitudes assez compétentes, je ne sais pas comment dire, assez saines, assez bonnes, pour pouvoir construire un lien d'attachement, peuvent être complètement empêchés par des qualités relationnelles. Je pense aux violences conjugales, je pense à une conjugalité un peu folle, etc., où on a des parents qui, individuellement, pourraient tout à fait élever ses enfants, mais ensemble, sont dans une difficulté incroyable, et là, on va avoir des empêchements systémiques tout à fait majeurs. Donc l'idée, c'est quoi? De parler de parentalité empêchée. Et donc c'est ce que je propose comme alternative à toxique ou compétent, de penser parentalité empêchée. Et donc, je répète, je ne parle pas de parents empêchés, je parle d'un processus qui est empêché. Hein, ce point est très important. Pour moi, ça me semble plus juste de parler de parentalité empêchée que de parents toxiques ou de compétences parentales qui viendraient nier la place que nous avons auprès du parent dans ses compétences ou dans ses empêchements. Hein, songez aux visites médiatisées. Lorsque les visites alors je ne parle pas des visites médiatisées qui sont vachement bien faites, avec un temps de travail avant avec le parent, un temps de travail avant avec l'enfant, fait par des cliniciens qui ont une connaissance des troubles de l'attachement, du lien et quelques notions psychanalytiques et systémiques, et qui pourraient comme ça préparer la rencontre, qui aura un support organisé, qui pourrait travailler avec le parent et l'enfant, avec une forme de support tout à fait structuré, et puis qu'il y aura un débriefing après la visite avec le parent et avec l'enfant pour préparer la prochaine et puis débriefer ce qui s'est passé là et pouvoir consolider tous les aspects positifs de la relation qui viennent de se produire grâce à notre holding tout à fait bienveillant. Alors en fait, ça ne se passe pas très souvent comme ça.
Alors imaginez, vous êtes un parent et un enfant, et puis vous avez comme ça le travailleur social et le social de l'enfance, avec qui la qualité d'alliance n'est pas toujours très bonne. Et donc le parent pense que, ce professionnel pense que c'est un mauvais parent, hein, c'est une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Bon, la qualité de l'interaction entre le parent et l'enfant est évidemment terrible, quoi, hein. Et donc on va comme ça renforcer la qualité du lien médiocre entre le parent et l'enfant par ces visites un peu persécutrices. Donc l'empêchement est aussi lié à notre propre travail avec les parents. On participe aussi à leurs empêchements. Donc en résumé, le concept de parentalité empêchée n'enlève rien à notre capacité à protéger les enfants. C'est le fait de penser empêchement, on peut continuer à regarder les besoins de l'enfant, de prendre ses besoins très au sérieux, travailler ses besoins avec les parents, voir qu'il y a des empêchements, et prendre des mesures de protection par rapport à cet enfant. Mais ça ne fait pas pour autant de ce parent une mauvaise personne. Ça fait juste quelqu'un qui a été empêché. Moi, hier, j'étais empêché de prendre mon avion. Bon, ça ne fait pas de moi... bon. On est d'accord. Ça augmente notre capacité à créer des contextes relationnels favorables au travail avec les parents. Je pense que si j'ai ça en tête, je peux rencontrer le parent et discuter avec lui de ses ressources et de ses empêchements, voilà, dans toutes ses dimensions, quelles qu'elles soient. Après tout, avoir des empêchements, on peut en parler, quoi. C'est pas une honte. Être toxique, c'est une honte. Oui, ça c'est une vraie honte. Et on sait, comme affect, que la honte est un vrai problème dans les relations. Et ça limite aussi, ça c'était un non négligeable, ça limite aussi chez l'enfant les mouvements psychiques de compensation d'avoir un parent tout mauvais. Il faut se débrouiller avec ça, c'est double peine quand même, hein. Déjà vous avez un trouble d'attachement, bon, déjà c'est pas terrible. Peut-être vous avez des traumatismes en plus, bon, ok, ça se complique. Et en plus de ça, vous devez vous coltiner une imago parentale toxique. Il faut se débrouiller avec tout ça. Pour conclure, donc, finalement, la parentalité empêchée, si je pense ça, alors à ce moment-là, je suis convoqué à venir travailler au développement du pouvoir être parent. Ouais, il y a des empêchements. Et donc, à ce moment-là, l'axe de travail de la parentalité deviendrait le développement du pouvoir être parent. Alors, j'emprunte à Ricoeur la question du pouvoir être soi, hein, c'est-à-dire que Ricoeur a déterminé les capacités pour être humain. Qu'est-ce que c'est être humain pour Ricoeur? Et donc il détermine 4 capacités fondamentales pour être humain. Le pouvoir dire, le pouvoir agir, le pouvoir se raconter, la question de l'identité narrative, et la question, alors il a 2 termes, bon moi je le résume par la question d'être responsable, mais chez Ricoeur c'est la question de l'imputabilité, le fait que je peux m'attribuer mes actes. Ça, c'est moi qui l'ai fait, et je peux en dire quelque chose de ce que j'ai fait, la responsabilité, l'imputabilité, et la promesse, hein, c'est-à-dire la question de l'engagement, la question de tenir parole, tenir sa parole, quoi. Donc je ramasse ça sur la question d'être responsable, et ça me donne 4 axes pour pouvoir développer le pouvoir être parent. En me disant que, au fond, je pourrais créer des dispositifs, des façons de travailler qui vont faciliter un pouvoir dire. Alors dire quoi? Dire les besoins de l'enfant, dire sa façon d'être parent, dire ce que je fais, dire ce que je pourrais faire, dire ce que je n'ai pas fait, etc., etc. Le pouvoir agir, alors c'est très à la mode actuellement, ça nous vient évidemment Canada, hein, développement du pouvoir agir. Peut-être ça vous dit quelque chose, empowerment, qui est un peu en vogue dans le travail social ces dernières années en France. Alors, bon, je trouve que c'est pas inintéressant, cette question d'essayer de favoriser que les parents puissent agir dans le sens de pourvoir aux besoins de l'enfant. Mais je trouve que c'est un peu réducteur de résumer Homo sapiens à son pouvoir-faire. On n'est pas que des acteurs qui faisons. On est aussi des êtres pensants, des êtres sensibles, des êtres éthiques et des êtres narratifs. Donc je crois que c'est toutes ces dimensions qu'on pourrait travailler avec les parents à travers différents dispositifs. Je crois que vous avez déjà des tas de dispositifs qui répondent à ces critères-là. J'imagine le travail simplement d'entretien avec des parents, hein, pour leur permettre d'élaborer une narration sur leur parentalité, des groupes de parole, etc. Enfin, il y a plein de choses, évidemment, que vous faites déjà. Mais ce qui est intéressant de penser là, c'est que le développement du pouvoir être parent, c'est de la synergie. C'est-à-dire, c'est comment ces 4 dimensions devraient travailler ensemble pour favoriser ce développement-là. Alors, pour finir, existe-t-il une limite au travail avec les parents? Parce que c'est souvent ce qu'on dit, bon, c'est bien gentil votre histoire de parentalité empêchée, mais enfin, vous savez bien qu'il y a des parents qui ne deviendront jamais parents. Enfin,
Bon, la phrase est bizarre, hein, des parents qui ne deviendront jamais parents. Voilà, quand on fait un peu de syntaxe, on a un souci. Enfin, de sémantique, on a un souci. Alors, moi, j'essaie de m'orienter avec la question éthique. Et je considère que l'acte parental, c'est celui qui consiste à donner à l'enfant quelque chose de bon dont il a besoin. S'il n'en a pas besoin, ça ne va pas. S'il a besoin et que ce n'est pas bon, ça ne va pas. Mais si c'est bon et qu'il a besoin, alors ça va. Et je pense que dans certaines situations, le travail avec les parents consiste à développer chez le parent son pouvoir éthique, à pouvoir donner à l'enfant ce dont il a besoin, c'est-à-dire le consentement à grandir dans une autre famille.